La procrastination est la seule discipline spirituelle que tout le monde maîtrise naturellement. Pas besoin de cours, de gourou ou d'application de méditation. Vous vous asseyez simplement, respirez profondément, regardez la tâche importante et décidez que plus tard est plus zen que maintenant. C'est un art raffiné. D'abord, vous reportez, ensuite, vous justifiez le report en utilisant une philosophie orientale que vous ne comprenez même pas bien. Je vis le présent. Expliquez-vous à votre patron en ignorant 17 emails. Tout est impermanent. Méditez-vous en regardant la date limite approcher comme un tsunami spirituel. Le bouddhisme est devenu l'alibi le plus sophistiqué de l'histoire pour ceux qui ont découvert que fuir les responsabilités peut sembler profond. Des siècles de sagesse transformés en excuses pour s'asseoir en position du lotus et décider que les feuilles de calcul sont une illusion maya. Vous n'évitez pas le travail, vous pratiquez le détachement. Vous n'êtes pas irresponsable, vous cultivez la présence, vous ne procrastinez pas. Vous suivez le flux naturel de l'univers qui, par coïncidence, coule très lentement lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'utile. C'est génial. Transformer la paresse en voyage spirituel, la négligence en pratique contemplative et le retard chronique en sagesse millénaire appliquée. Rien de tel que d'expliquer que vous avez manqué la date limite parce que vous étiez trop présent dans l'instant pour vous souvenir que le futur existe. Et si vous avez déjà utilisé la méditation comme excuse pour ne pas répondre à des messages importants, aimez cette vidéo. Si vous avez déjà transformé la philosophie bouddhiste en justification pour ne rien faire de productif, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez déjà découvert que le dharma mal appliqué est une procrastination de luxe, activez la clochette. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 personnes qui aiment perfectionner cet art, qui ont découvert comment utiliser la sagesse ancestrale pour éviter les responsabilités modernes, et qui ont appris finalement que le vrai bouddhisme ne fuit pas la vie. Il vous apprend juste à procrastiner avec plus de conscience. Antoine Dubois était un expert en productivité, une profession qui consiste à enseigner aux personnes occupées comment devenir plus occupées de manière plus efficace. Il avait des feuilles de calcul pour organiser d'autres feuilles de calcul, des applications pour surveiller les applications de productivité et un calendrier si optimisé qu'il planifiait même le temps de respirer. Cela fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où il a perdu 3 clients la même semaine. Tous pour la même raison, délicatement expliquée comme un manque d'alignement dans les livraisons. Traduction. Antoine retardait tout en exigeant la ponctualité des autres. L'ironie était limpide. Le gourou de l'efficacité personnelle était devenu un cas classique de procrastination avancée, comme un nutritionniste qui ne mange que des pizzas ou un entraîneur personnel avec un ventre à bière. Antoine a découvert que prêcher la productivité ne rend personne productif automatiquement. C'est alors qu'il a trouvé un livre sur la pleine conscience dans une librairie d'aéroport. Le pouvoir du moment présent était là, brillant comme une révélation divine entre les magazines People et les chewing-gums hors de prix. Antoine a feuilleté à quelques pages pendant le vol et a eu une épiphanie à 10 000 mètres d'altitude. Vivre le présent. C'était le secret qui manquait à sa vie. Plus d'anxiété pour l'avenir, plus de regrets pour le passé. Juste une présence pure, une conscience totale du moment actuel. Comment n'y avait-il pas pensé avant ? C'était aussi évident que de découvrir que l'eau mouille. Antoine est rentré chez lui, décidé à révolutionner complètement son approche professionnelle. Fini de courir contre le temps. Maintenant, il allait couler avec le temps. Fini le stress des délais. Maintenant, il allait embrasser chaque instant comme un cadeau sacré que l'univers offrait gratuitement. Le lundi suivant, il s'est assis à son bureau et a décidé de méditer avant de vérifier ses messages électroniques. 10 minutes de respiration consciente pour commencer la journée centrée. Les messages pouvaient attendre. Ils avaient toujours été là. Ils seraient toujours là. L'important était d'être présent pour chaque inspiration et expiration. Après la méditation, Antoine a regardé sa boîte de réception avec une sérénité zen. 47 messages non lus.
Normalement, cela aurait provoqué une panique immédiate suivie d'un triple café et d'une dactylographie frénétique. Mais maintenant, il avait la sagesse orientale de son côté. Il n'y a que le présent, a murmuré Antoine à lui-même. Ces messages sont des projections d'anxiété future. Je vais me concentrer sur le présent. Et il a fermé son ordinateur portable. Parce que répondre aux messages, ce n'était pas vivre le moment, c'était se perdre dans des préoccupations concernant des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Au lieu de cela, Antoine a décidé de faire une promenade méditative dans son appartement. Chaque pas devait être conscient, chaque mouvement, une célébration de la présence. Il a marché lentement dans le salon, la cuisine, le couloir, observant comment ses pieds touchaient le sol avec une révérence bouddhiste. Pendant la promenade, le téléphone a sonné 3 fois. Antoine n'a même pas répondu. Les appels téléphoniques étaient des interruptions de la pleine conscience. Ceux qui appellent parlent toujours du passé ou du futur, des problèmes qui sont déjà arrivés ou des délais qui vont arriver. Rien de tout cela n'avait d'importance pour quelqu'un qui vivait véritablement le présent. À l'heure du déjeuner, Antoine a préparé un sandwich avec une attention totale. Chaque tranche de pain a été observée comme une œuvre d'art. Chaque couche de jambon contemplée comme un mandala tibétain. Manger lentement, mâcher consciemment, savourer chaque instant du repas comme une méditation gustative profonde. Le sandwich a mis 40 minutes à être consommé. Un temps qu'Antoine aurait normalement utilisé pour répondre à des messages, tout en avalant n'importe quoi sans faire attention. Mais c'était précisément le piège de la vie moderne. Faire plusieurs choses en même temps, sans jamais être vraiment présent dans aucune d'elles. L'après-midi, Antoine a essayé de travailler sur une présentation pour un client. Il a ouvert le programme de diapositives et a regardé l'écran vide. Créer des diapositives, c'était projeter des scénarios futurs. C'était l'anxiété matérialisée en points et graphiques colorés. Comment cela s'alignait-il avec le fait de vivre le moment présent? Il a décidé de méditer sur la question. Il s'est assis en position du lotus improvisé sur sa chaise de bureau et a fermé les yeux. Si la réponse était importante, elle viendrait naturellement. Forcer la créativité était exactement le type de violence contre le moment présent qu'il voulait éviter complètement. Il a médité pendant 2 heures. Quand il a ouvert les yeux, l'écran était toujours vide, mais Antoine se sentait profondément centré, plus connecté à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. La présentation pouvait attendre. Le client pouvait attendre. Le monde entier pouvait attendre. Ce qui importait, c'est qu'Antoine avait enfin découvert comment vivre vraiment. Comment être présent pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment précieux de l'existence. Pour la première fois depuis des décennies, il ne courait après rien. Il était simplement. Antoine a éteint son ordinateur à 15 heures, non par paresse ou démotivation, par sagesse, pour comprendre que la vraie productivité vient de la vraie présence. Et la vraie présence ne se pressait pas pour livrer des présentations qui ne faisaient qu'alimenter la roue de hamster du capitalisme moderne effréné. Une semaine plus tard, Antoine était devenu un expert pour expliquer la pleine conscience à des clients confus. « Il n'y a que le présent », répétait-il lors des réunions, tandis que le client posait des questions sur le calendrier de livraison. « Le futur est une construction mentale. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, ce moment, les sesamons. » Le client regardait Antoine comme s'il venait de découvrir que l'expert en productivité avait échangé sa santé mentale contre de l'encens. Mais, et le rapport que vous avez promis vendredi dernier? Demandait-il. Vendredi dernier n'existe plus, répondait Antoine avec une sérénité zen. Il n'y a que cette seconde exacte de notre conversation. C'était philosophiquement impeccable, pratiquement désastreux. Antoine a abandonné toutes les feuilles de calcul de contrôle du temps. Les feuilles de calcul étaient des tentatives pathétiques de contrôler l'incontrôlable. Le temps ne peut pas être géré, seulement expérimenté. Chaque seconde devrait être savourée comme un vin rare, non chronométrée comme une course olympique.
Ces méthodes traditionnelles sont devenues des déchets spirituels, des alarmes pour se souvenir des tâches, violence contre le flux naturel, des listes de choses à faire, anxiété cristallisée sur papier, des buts et objectifs, projection, névrotique sur un futur qui n'existe même pas encore. Antoine a créé une nouvelle méthodologie entièrement basée sur la présence. Je me lève quand je me lève. Je travaille quand je me sens inspiré. Je mange quand j'ai faim. Je dors quand je suis fatigué. C'est aussi simple que ça. Comme les animaux sauvages qui n'ont jamais eu d'anxiété parce qu'ils ne planifient pas la prochaine décennie. Le premier client à expérimenter cette révolution fut une entreprise de comptabilité à Lyon qui voulait optimiser ses processus internes. Antoine est arrivé à la réunion avec 2 heures de retard. « Désolé », a-t-il expliqué calmement, « mais j'observais une fourmi transportant une miette. » Ce fut un moment de profonde conscience de la détermination et du but. La directrice de l'entreprise a cligné des yeux plusieurs fois. « Nous avons une date limite pour clôturer le bilan trimestriel », a-t-elle dit. « Les délais sont des illusions », a répondu Antoine. « Le bilan trimestriel est un concept humain arbitraire. La fourmi ne fait pas de bilan trimestriel et vit parfaitement bien. » Pendant la présentation, Antoine a abandonné les diapositives préparées. Les diapositives étaient des structures rigides qui limitaient la communication authentique. Au lieu de cela, il a parlé de la façon dont chaque respiration était une occasion unique de renouvellement cellulaire. Comment chaque clignement des yeux était un miracle neurologique qui méritait une contemplation respectueuse. « Vous voulez optimiser les processus », a expliqué Antoine, « mais le processus le plus important est d'être présent à ce qui se passe maintenant. En ce moment, par exemple, il y a de l'oxygène qui entre dans vos poumons. Il y a du sang qui circule dans vos veines. Il y a de la vie qui se déroule dans des trillions de cellules. » L'équipe de comptabilité est restée dans un silence gênant. Il voulait une nouvelle feuille de calcul. Antoine offrait un cours de biologie méditative. Les semaines suivantes, Antoine a appliqué la présence totale à tous les projets. Réunion prévue à 9 heures du matin. Il arrivait quand il sentait que c'était le bon moment d'arriver. Rapport avec un délai vendredi, il le livrait quand l'univers signalait qu'il était prêt à être livré. « Je vis selon le rythme naturel », expliquait Antoine à des clients de plus en plus irrités. « Vous êtes piégés dans des constructions sociales artificielles. L'horloge est une invention humaine. Le temps réel est cyclique, organique, intuitif. » Une cliente a demandé un remboursement. « J'ai payé pour des conseils en productivité et j'ai reçu la philosophie d'un hippie tardif », s'est-elle plainte. Antoine a répondu qu'elle résistait à la croissance personnelle, que l'argent était de l'énergie et que l'énergie devait circuler librement sans être emprisonnée dans des concepts matérialistes limitants. Un autre client a annulé son contrat après qu'Antoine soit apparu dans l'entreprise vêtue de vêtements blancs et ne parlant qu'en chuchotant. « Je pratique la communication consciente », a-t-il expliqué. « Les mots ont une vibration. Les cris et la précipitation sont une violence sonore contre l'harmonie universelle. » Antoine a également cessé d'utiliser un réveil. Les réveils étaient des agressions contre le sommeil naturel. Le corps savait quand il était reposé. Pourquoi forcer un réveil artificiel quand le réveil organique était beaucoup plus sain et aligné avec le biorhythme? Résultat, il se réveillait à midi, manquait les réunions du matin et expliquait qu'il suivait son chronotype naturel. « L'aube est un concept culturel », disait-il. « Mon organisme s'épanouit naturellement après 11 heures du matin. » Le compte bancaire d'Antoine a commencé à refléter sa nouvelle philosophie. L'argent était aussi de l'énergie, et son énergie s'écoulait rapidement vers d'autres dimensions, principalement vers la dimension des factures en retard et des créanciers insistants. Mais Antoine restait zen. Le compte bancaire était un numéro dans un système numérique. Les numéros étaient des abstractions mathématiques. Les abstractions ne pouvaient pas causer de souffrance réelle à celui qui était véritablement présent dans l'instant. « Je traverse une transition », s'expliquait Antoine à lui-même pendant sa méditation quotidienne de 4 heures. Les vieux schémas se dissolvent. La vraie abondance vient de l'intérieur, pas d'un compte courant. Il a annulé son assurance maladie.
L'assurance maladie, c'était parier contre sa propre vitalité. C'était manifester la peur d'un futur hypothétique. Un corps sain n'avait pas besoin d'assurance parce qu'un corps sain ne tombait pas malade. Il a également annulé l'assurance de sa voiture. L'assurance était la peur cristallisée dans une police. Conduire en pleine conscience était une protection suffisante. Les accidents arrivaient aux personnes distraites, pas aux personnes pleinement conscientes de chaque instant dans le trafic urbain. À la fin du mois, Antoine avait perdu 15 clients, retardé 12 projets et accumulé 17 plaintes formelles. Mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une connaissance profonde de l'impermanence de tout, y compris de sa propre carrière. 2 mois plus tard, Antoine a découvert que vivre le présent incluait des expériences gênantes, comme recevoir un appel de la banque à 8 heures du matin, comme trouver un huissier de justice à sa porte, comme découvrir que son compte courant était également entré dans un état profond de méditation zen. La banque ne pratiquait pas le détachement. Apparemment, les gestionnaires de comptes n'étaient pas adeptes de la philosophie selon laquelle l'argent est une énergie qui circule librement. Ils avaient des concepts très spécifiques sur l'énergie qui retourne à l'institution financière, de préférence avec des intérêts actualisés. « Monsieur Dubois, a dit l'employé au téléphone, votre compte est négatif depuis 6 semaines. » Antoine a respiré consciemment avant de répondre. « Les nombres sont des constructions humaines arbitraires. Ma vraie abondance ne peut pas être mesurée par des chiffres sur un écran. » Il y a eu une pause gênante. « Monsieur, vous devez 32 000 €. » Antoine a ressenti une légère contraction dans l'estomac, mais est rapidement revenu à la présence. Devoir est un concept qui crée de la souffrance. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai, la santé, la conscience, l'oxygène gratuit. L'employé n'a pas semblé impressionné par l'oxygène gratuit comme garantie bancaire. Antoine a commencé à remarquer que d'autres personnes ne suivaient pas son cheminement spirituel. Le concierge de l'immeuble faisait une drôle de tête quand Antoine expliquait que la copropriété était une division artificielle d'un espace unitaire. L'employé du supermarché n'a pas accepté le paiement en gratitude universelle pour la nourriture sacrée. Pire encore, d'anciens clients appelaient, non pas pour de nouveaux services, mais pour demander où étaient les projets qu'ils avaient payés à l'avance. Antoine a essayé d'expliquer que les projets avaient été transcendés, qu'il avait évolué au-delà des livraisons matérielles vers des offres de croissance personnelle. « J'ai payé 15 000 € pour des conseils en productivité », a crié une cliente au téléphone. « Vous m'avez donné 5 heures de méditation guidée sur la respiration consciente. » Antoine est resté calme. « La respiration consciente vaut plus que 15 000 €. C'est inestimable. Vous avez reçu quelque chose d'infiniment plus précieux. » La cliente lui a raccroché au nez. Clairement, elle n'était pas prête à recevoir les dons de l'univers. Antoine a commencé à ressentir des symptômes étranges. Il se réveillait avec une sensation étrange dans l'estomac. Pas une faim spirituelle, pas un vide existentiel, une vraie faim. Le genre qui demande de la nourriture physique, pas des aperçus métaphysiques. Il a ouvert le réfrigérateur et a trouvé de la philosophie bouddhiste, de la sagesse zen et absolument rien de comestible. Apparemment, les supermarchés n'acceptaient pas l'échange d'enseignements spirituels contre des produits alimentaires de base. Antoine a décidé de méditer sur la question de la nourriture. Il s'est assis en position du lotus sur le sol de la cuisine, vide, et s'est concentré sur sa respiration. Peut-être que le jeûne faisait partie du processus de purification. Les grands maîtres spirituels passaient toujours par des périodes d'abstinence alimentaire. Après 3 heures de méditation, l'estomac continuait à faire des bruits pas très zen, des sons très matérialistes, très corporels, très insistants. Antoine a essayé d'accepter les bruits comme des mantras naturels du corps, mais il semblait demander du riz et des haricots, pas une illumination transcendantale. C'est alors qu'une lettre du propriétaire de l'appartement est arrivée, expulsion pour non-paiement. Antoine l'a lue avec un intérêt anthropologique. L'expulsion était un concept fascinant, comme si quelqu'un pouvait être retiré de l'espace qu'il occupait consciemment. L'espace est infini,
a murmuré Antoine. L'appartement est une division illusoire de l'espace infini. Personne ne peut m'expulser de l'univers. Mais le document légal ne semblait pas intéressé par la cosmologie bouddhiste. Il avait des délais, des montants et des menaces très spécifiques de changement d'adresse forcée. Antoine a appelé sa mère, la première fois en 2 mois. « Maman, je traverse une profonde transformation spirituelle. » Elle a soupiré. « Antoine, tu es encore sans travail. Je ne suis pas sans travail. Je suis au-delà du travail. J'ai transcendé le besoin d'échanger du temps contre de l'argent. Mon fils, tu dois manger. Maman, la nourriture est un carburant corporel temporaire. Je me nourris de sagesse éternelle. La sagesse éternelle ne paie pas la facture d'électricité, a-t-elle répondu avec un pragmatisme maternel dévastateur. Antoine a essayé d'expliquer que la facture d'électricité faisait partie du système de contrôle capitaliste, que les êtres humains avaient vécu des milliers d'années sans électricité, que les bougies étaient un éclairage plus romantique et écologiquement durable. Antoine a interrompu sa mère. « Tu veux venir dîner ici ce soir ?» Il a ressenti une vague de gratitude inexplicable. « Je peux apporter le dessert ?»« Oui, » a-t-elle dit, « mais acheter, pas philosophique. » Pendant le dîner, Antoine a expliqué en détail son cheminement spirituel. Comment il avait découvert que la productivité était un piège, comment le temps linéaire était une construction mentale, comment la présence était le seul état authentique de l'existence humaine. Son père a tout écouté en silence. À la fin, il a demandé « Et comment vas-tu payer les factures ?» Antoine a soupiré. « Papa, tu n'as rien compris à ce que j'ai expliqué. »« J'ai compris, » a répondu son père. « Tu as découvert comment ne pas travailler et tu as appelé ça de la spiritualité. » Antoine a été offensé. Comment réduire un voyage transcendantal à de la simple paresse déguisée? Comment ne pas voir la révolution de la conscience qui était en train de se produire? Mais pendant la 3e portion de lasagne de sa mère, un doute minuscule a commencé à grandir. Et si vivre le présent incluait des responsabilités gênantes? Et si la vraie présence englobait plus que méditer en fuyant les engagements? Antoine a repoussé cette pensée hérétique. C'était la résistance de l'ego, la peur d'abandonner sa zone de confort spirituel. Mais le doute planté, petit comme une graine zen, a commencé à germer. La semaine suivante, Antoine s'est réveillé sur le canapé de sa mère pour la 5e fois consécutive. Non, pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'huissier de justice avait matérialisé le concept abstrait d'expulsion en un changement d'adresse forcé bien concret. Sa mère lui a apporté le petit déjeuner avec ce regard que les mères ont quand leur fils de 40 ans revient à la maison en parlant d'illumination spirituelle. « Antoine, tu dois trouver un emploi. Maman, l'emploi est une prison volontaire de l'âme créative. L'âme créative doit payer la pension alimentaire, » a-t-elle répondu en montrant une lettre de l'avocat de son ex-femme. Antoine avait complètement oublié la pension. Au cours des 2 derniers mois passés à vivre le présent, l'avenir financier de sa fille avait été négligé au nom de la présence consciente. Apparemment, le système judiciaire n'était pas intéressé par la croissance personnelle du père. Il voulait un virement bancaire mensuel ponctuel. « Julie a besoin d'argent pour l'école », a continué sa mère. « Elle n'a pas besoin d'un père zen, qui ne peut pas lui payer son goûter. » Antoine a senti quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Ce n'était pas un chakra qui s'ouvrait. C'était une vieille culpabilité bien connue qui tentait de percer le blindage spirituel. « Je traverse un processus de transformation », a expliqué Antoine, plus pour lui-même que pour sa mère. « Les grands changements exigent des périodes de transition. La transition ne nourrit pas un enfant de 8 ans, a répliqué sa mère avec une précision chirurgicale maternelle. Antoine a décidé de méditer sur la question. Il s'est assis dans le jardin, a fermé les yeux et a essayé de se connecter à sa sagesse intérieure sur la façon de concilier une paternité responsable avec une vie contemplative authentique. 20 minutes plus tard, la seule révélation était que les moustiques ne respectent pas l'état méditatif. C'est alors que son téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Antoine, c'est Charles. Tu te souviens de l'entreprise de logistique ?»
Antoine se souvenait vaguement. Un client qu'il avait abandonné au milieu du projet quand il avait découvert la pleine conscience. « J'appelle parce que j'ai besoin de cette consultation. Urgent. »« Charles, je ne travaille plus avec la consultation traditionnelle, » a commencé Antoine. « Maintenant, je me concentre sur le développement de la conscience. » « Antoine, » a interrompu Charles, « mon entreprise est en faillite. J'ai perdu 3 gros contrats. Je dois tout réorganiser en 2 semaines ou je ferme. » Antoine a senti quelque chose bouger en lui, pas de la compassion zen. Une vieille responsabilité, un peu rouillée, mais toujours fonctionnelle. « Charles, je paye 50 000 si tu résous ça, » a coupé Charles. 50 000 en espèces. Silence. Antoine a regardé la maison de sa mère, a pensé à la pension de sa fille, s'est souvenu de l'appartement perdu. 50 000 euros étaient bien matériels, bien concrets, bien capables de résoudre des problèmes très spécifiques. « Je peux jeter un œil », a dit Antoine, essayant de paraître désinvolte. « Mais juste comme une faveur personnelle. Je ne retourne pas à la vie d'entreprise. »« Antoine, aide-moi. Il y a 200 employés qui en dépendent. » Antoine a raccroché et est resté immobile dans le jardin. 200 employés, 200 familles, des personnes réelles avec des factures réelles et des enfants qui avaient besoin d'un vrai goûter. À la vraie école. Comment cela s'inscrivait-il dans la philosophie de ne vivre que le présent? Il a commencé à comprendre quelque chose de gênant. Vivre le présent ne signifiait pas ignorer les conséquences futures. Cela signifiait être conscient de la façon dont les décisions présentes affectaient les autres. La vraie présence incluait la responsabilité de l'impact de ses propres actions. Antoine a rappelé « Charles, je vais t'aider, mais je vais faire différemment cette fois. » Comment différemment? Je serai présent à chaque processus. Je comprendrai vraiment ce dont votre entreprise a besoin. Je n'appliquerai pas un modèle tout fait. Antoine, peu importe comment tu vas faire, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Il y aura un résultat, a promis Antoine, mais un résultat qui tient compte des personnes, pas seulement des chiffres. Les jours suivants, Antoine a appliqué la pleine conscience d'une manière complètement nouvelle. Au lieu de méditer en fuyant les feuilles de calcul, il a médité à l'intérieur des feuilles de calcul. Il a observé chaque chiffre comme une représentation de la vie humaine réelle. Chaque ligne de la feuille de calcul était le salaire de quelqu'un, le soutien d'une famille. Il a découvert que la vraie pleine conscience n'évitait pas le travail. Elle faisait le travail avec une conscience totale, chaque décision prise en tenant compte de l'impact réel sur des personnes réelles. Chaque processus réorganisé en pensant à faciliter la vie de ceux qui devaient utiliser ce processus. Antoine a travaillé 16 heures par jour pendant 2 semaines, non pas par une ancienne compulsion névrotique, mais par une présence dédiée à ce qui comptait vraiment. Il était présent à l'urgence réelle, ne la fuyant pas. La différence était subtile, mais révolutionnaire. Avant, il travaillait anxieux à propos des délais futurs. Maintenant, il travaillait conscient du besoin présent. Avant, il stressait à propos de résultats qui n'existaient pas encore. Maintenant, il se concentrait sur la qualité de chaque action au moment exact de son exécution. Quand il a livré le projet finalisé, Charles a été impressionné. « Comment avez-vous fait ça si vite ?»« Présence totale », a expliqué Antoine. « Quand vous êtes vraiment présent, vous ne perdez pas de temps avec l'anxiété, la procrastination ou la distraction. Vous faites juste ce qui doit être fait. » Charles a payé 50 000 le même jour. Antoine a regardé le dépôt bancaire et a compris quelque chose de fondamental. L'argent n'était pas une énergie abstraite circulant librement. C'était un outil concret pour s'occuper de responsabilités concrètes. Pour payer l'école de sa fille, la pension alimentaire, un nouvel appartement. Antoine avait découvert la pleine conscience pratique, une présence qui ne fuyait pas la vie, mais l'embrassait complètement, y compris les parties gênantes comme les factures, les délais et les personnes qui dépendaient de lui. Juliette Moreau était une influenceuse de bien-être numérique. Sa vie était une série de posts Instagram parfaitement filtrés sur le yoga au lever du soleil, les smoothies détox et les citations inspirantes sur l'amour de soi.
Elle avait des millions de followers qui croyaient que sa vie était une méditation constante de bonheur et de pleine conscience. En réalité, Juliette était constamment stressée. Chaque post était une performance. Chaque sourire, une pause. Chaque méditation, une course contre la montre pour capturer le contenu parfait avant que la lumière ne change. Elle était une esclave de l'algorithme, une prisonnière de sa propre image. Elle prêchait l'impermanence, mais paniquait si son nombre de followers diminuait. Elle parlait de détachement, mais était obsédée par les likes et les commentaires. Elle enseignait la pleine conscience, mais vivait dans un futur imaginaire de parrainage et de partenariat. Un jour, alors, qu'elle filmait une séance de yoga sur une plage de Nice, son téléphone est tombé dans la mer. Panique totale, non pas pour le téléphone lui-même, mais pour le contenu. Des semaines de photos et de vidéos perdues, des parrainages menacés. Son empire numérique s'effondrait. Juliette a pleuré, pas des larmes zen de libération, mais des larmes matérialistes de désespoir. Elle a regardé la mer, qui semblait rire de son attachement aux biens matériels. L'impermanence, a-t-elle murmuré. C'est une saleté. Elle a passé la semaine suivante sans téléphone. Au début, c'était un enfer. Elle se sentait nue, déconnectée, invisible. Elle ne savait pas quoi faire de ses mains sans tenir un téléphone. Elle ne savait pas quoi faire de son esprit sans vérifier les notifications. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à remarquer les couleurs du ciel, le son des vagues, le goût de la nourriture. Elle a commencé à parler aux gens sans l'intermédiaire d'un écran. Elle a commencé à vivre le présent, non pas comme un concept à poster, mais comme une réalité à expérimenter. Elle a découvert que l'impermanence ne signifiait pas que rien n'avait d'importance. Cela signifiait que tout était en constante évolution et que s'accrocher à quoi que ce soit causait de la souffrance, y compris son image numérique parfaite. Juliette a décidé de changer son approche. Elle a acheté un nouveau téléphone, mais a désactivé toutes les notifications. Elle a commencé à poster moins, mais avec plus d'authenticité. Elle a commencé à parler de ses luttes, de ses imperfections, de sa vraie vie. Ses followers ont été choqués. Certains sont partis, mais ceux qui sont restés étaient plus engagés, plus réels. Ils voulaient une connexion, pas une performance. Ils voulaient de la vérité, pas une illusion. Juliette a découvert que l'impermanence était une libération, pas une malédiction. Elle l'a libérée de la prison de sa propre image. Elle l'a libérée de la course sans fin aux likes et aux followers. Elle l'a libérée pour être elle-même. Elle a continué à enseigner le yoga et la méditation, mais avec une nouvelle perspective. L'impermanence n'est pas une excuse pour ne rien faire, expliquait-elle. C'est une invitation à agir avec conscience, sachant que chaque instant est précieux et éphémère. Elle a commencé à méditer sur les défis, pas seulement sur la paix. Elle a médité sur les délais, sur les factures, sur les relations difficiles. Elle a découvert que la pleine conscience ne signifiait pas fuir la réalité, mais l'embrasser pleinement, avec toutes ses imperfections. Juliette a appris que l'impermanence était une leçon, pas une punition. Elle lui a appris à apprécier ce qu'elle avait, à lâcher prise sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler et à vivre chaque instant avec gratitude et conscience. Mais l'histoire de Juliette ne s'arrête pas là. Après avoir perdu son téléphone dans la mer, elle a découvert quelque chose d'inattendu. L'impermanence n'était pas seulement un concept philosophique à enseigner, c'était une réalité pratique qui affectait sa capacité à payer son loyer. Ses sponsors ont commencé à s'inquiéter. Pas de nouveaux contenus signifiait pas de nouveaux engagements. Pas de nouveaux engagements signifiait pas de nouveaux contrats. L'algorithme d'Instagram ne pardonne pas les pauses spirituelles. Juliette, a dit son agent au téléphone, les marques s'inquiètent. Votre engagement a chuté de 40% cette semaine. Juliette a respiré profondément. L'engagement authentique ne peut pas être mesuré par des métriques. Les métriques perdent votre appartement, a répondu son agent avec une brutalité commerciale. Juliette a réalisé qu'elle était prise dans un paradoxe moderne. Elle enseignait le détachement à des gens qui payaient pour son attachement à une image parfaite.
Elle prêchait l'impermanence tout en dépendant de la permanence de son revenu numérique. Elle a commencé à poster à nouveau, mais différemment. Au lieu de photos parfaites, elle a partagé des moments imparfaits. Au lieu de citations inspirantes, elle a parlé de ses vraies luttes. Au lieu de poses de yoga parfaites, elle a montré ses échecs et ses chutes. Ses followers ont été divisés. Certains ont adoré l'authenticité. D'autres ont été déçus. Ils voulaient l'inspiration, pas la réalité. Ils voulaient l'évasion, pas la vérité. Juliette a perdu la moitié de ses followers en un mois. Mais ceux qui sont restés étaient différents. Ils commentaient avec leurs propres histoires. Ils partageaient leurs propres luttes. Ils créaient une communauté authentique au lieu d'une audience passive. Les marques ont été confuses. Votre engagement est plus profond, mais votre portée est plus petite, a expliqué son agent. Les marques veulent des chiffres, pas de la profondeur. Juliette a dû faire un choix. Retourner à la performance ou continuer avec l'authenticité. Elle a choisi l'authenticité et a découvert quelque chose de surprenant. Les marques qui sont restées étaient meilleures. Elles s'alignaient avec ses valeurs. Elles voulaient une vraie connexion avec leur audience, pas juste de la visibilité. Juliette a appris que l'impermanence s'appliquait aussi aux modèles commerciaux, que parfois, perdre quelque chose vous permet de trouver quelque chose de mieux, que l'authenticité, bien que risquée, était plus durable que la performance. Elle a continué à enseigner l'impermanence, mais maintenant, elle l'incarnait vraiment. Elle a montré à ses followers que accepter le changement ne signifiait pas être passif. Cela signifiait être conscient de ce qui était vraiment important et agir en conséquence. Marcel Dubois était un designer graphique talentueux, mais avec une tendance au perfectionnisme paralysant. Il passait des heures sur chaque détail, incapable de considérer un projet comme terminé. Ses clients l'adoraient pour la qualité de son travail, mais le détestaient pour ses délais interminables. Il avait découvert le concept de Wu Wei dans un livre de philosophie taoïste. L'action sans effort, le flux naturel, l'idée de laisser les choses se dérouler sans forcer. C'était exactement ce dont il avait besoin pour surmonter son perfectionnisme. Marcel a commencé à appliquer le Wu Wei à son travail. Il a cessé de planifier chaque étape. Il a cessé de se soucier des détails. Il a laissé la créativité couler, sans résistance. Il a fait confiance au processus, pas au résultat. Au début, c'était libérateur. Les projets se terminaient plus rapidement. Il se sentait moins stressé. Il avait plus de temps pour méditer et explorer sa spiritualité. Mais bientôt, les problèmes ont commencé. Les clients se plaignaient que le travail était bâclé. Les délais étaient respectés, mais la qualité avait diminué. Les projets manquaient de la touche finale, de la perfection, qui avait fait sa réputation. Marcel a réalisé que le Wu Wei mal appliqué était juste de la paresse déguisée. L'action sans effort ne signifiait pas l'absence d'effort. Cela signifiait un effort aligné avec le flux naturel, pas un effort forcé ou résistant. Il a médité sur la question. Il a découvert que le Wu Wei n'était pas une excuse pour l'irresponsabilité. C'était une façon d'agir avec plus d'efficacité, en utilisant l'énergie de l'univers au lieu de lutter contre elle. Le vrai Wu Wei ne fuyait pas les responsabilités. Il embrassait les responsabilités de manière plus efficace, sans résistance inutile, comme un nageur qui ne lutte pas contre le courant, mais utilise le courant pour atteindre plus rapidement sa destination. Le flux inclut la direction, pas seulement la dérive aléatoire. Marcel a commencé à reconstruire sa carrière sur une base plus solide. Le Wu Wei comme outil d'efficacité, pas comme excuse pour l'inefficacité. La contemplation comme partie du processus créatif, pas comme substitut au processus créatif. De nouveaux clients sont arrivés grâce à des recommandations, tous intéressés par un designer qui combinait des aperçus orientaux avec une livraison occidentale. Une philosophie qui fonctionnait dans le monde réel, pas seulement dans les livres d'auto-assistance. Marcel a loué un petit appartement, mais adéquat.
Il a acheté un équipement de base mais fonctionnel. Il a organisé une routine qui incluait la méditation matinale et une gestion financière responsable. Il a découvert que le Wu Wei incluait le soin des bases pratiques de la vie, comme un jardinier zen qui médite sur la nature des plantes, mais les arrose aussi régulièrement. Pendant une réunion avec un client sur un projet pour une chaîne de salles de sport à Lyon, Marcel a appliqué le Wu Wei comme une écoute profonde. Il a écouté les besoins réels de l'entreprise sans projeter de solutions préconçues. Il a laissé le briefing émerger organiquement de la conversation. Le résultat a été un projet qui a surpris le client par sa précision. Marcel avait capturé l'essence de la marque parce qu'il avait laissé le client révéler l'essence naturellement, sans forcer les réponses à travers un questionnaire standard. Le client a été impressionné par le processus et le résultat. Il a posé des questions sur la méthodologie. Marcel a expliqué le Wu Wei comme une présence totale à ce dont le client avait réellement besoin, pas à ce que le designer pensait que le client devrait vouloir. À la fin du premier trimestre de Wu Wei responsable, Marcel avait reconstruit sa carrière sur une base plus durable. Une créativité contemplative fonctionnant au sein d'une structure professionnelle compétente. Le Wu Wei ne fuyait pas la vie. Il améliorait la façon dont la vie était vécue. 1 an plus tard, Marcel avait créé une méthodologie qui combinait la sagesse taoïste avec la réalité du travail indépendant moderne. Le design Wu Wei était une contemplation appliquée aux besoins commerciaux réels. Chaque projet commençait par une méditation sur l'essence de la marque. Mais la méditation avait un délai défini. Une contemplation profonde suivie d'une action efficace. Comme la respiration. Un temps pour inspirer, un temps pour expirer. Marcel maintenait des horaires réguliers dans l'espace partagé. Non pas par rigidité névrotique, mais par Wu Wei appliqué au temps. La routine créait un flux durable, pas un chaos, insoutenable déguisé en spontanéité. Les clients recherchaient Marcel spécifiquement pour sa méthodologie différenciée. Un designer qui écoutait profondément, travaillait consciemment et livrait ponctuellement. Une philosophie orientale qui fonctionnait dans les réunions d'entreprise. Pendant une présentation à un client sur un projet de marque pour une clinique de bien-être à Bordeaux, Marcel a expliqué comment le Wu Wei influençait chaque étape. Une écoute sans jugement pour comprendre les besoins réels. Une création sans forcer pour permettre une émergence organique. Une livraison dans les délais pour respecter le calendrier du client. Le client a approuvé le projet et la méthodologie. Il a dit que c'était la première fois qu'il sentait un designer vraiment présent pendant le processus créatif. Présent aux besoins de l'entreprise, pas à son propre ego créatif. Marcel payait ses factures à temps. Il vivait dans un appartement adéquat. Il travaillait avec un équipement moderne. Non pas par abandon du Wu Wei, mais par un Wu Wei qui incluait le soin des bases matérielles nécessaires, parce que Marcel avait enfin compris, l'action sans effort ne signifie pas l'absence d'action. Cela signifie une action alignée avec les besoins réels, sans résistance inutile, y compris le besoin gênant de payer les factures. Antoine a découvert que la pleine conscience inclut des responsabilités. Juliette a appris que l'impermanence n'élimine pas les inconséquences. Marcel a compris que le Wu Wei fonctionne mieux quand il ne fuit pas la réalité. 3 personnes qui ont transformé la sagesse ancestrale en escapisme moderne, qui ont utilisé une philosophie profonde pour éviter des problèmes superficiels, qui ont confondu la spiritualité avec l'irresponsabilité déguisée en aperçu transcendantal. Parce qu'il existe une différence entre le dharma authentique et la procrastination spirituelle. Le vrai dharma ne fuit pas la vie gênante. Il embrasse la vie, y compris les parties ennuyeuses comme les feuilles de calcul, les délais et le besoin irritant de faire réellement quelque chose d'utile. Le vrai bouddhisme n'élimine pas les responsabilités. Il enseigne comment embrasser les responsabilités sans souffrance inutile, comment vivre le présent qui inclut prendre soin de l'avenir, comment accepter l'impermanence en agissant consciemment pendant le temps limité disponible. Et si vous avez déjà utilisé la méditation pour éviter le travail,
aimez cette vidéo. Si vous avez déjà transformé la philosophie en excuse pour procrastiner, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le dharma authentique a une caractéristique gênante. Il fonctionne même lorsqu'il est testé par la réalité, y compris quand la réalité inclut une facture à payer. La procrastination est la seule discipline spirituelle que tout le monde maîtrise naturellement. Pas besoin de cours, de gourou ou d'application de méditation. Vous vous asseyez, simplement respirez profondément, regardez la tâche importante et décidez que plus tard, c'est plus zen que maintenant. C'est une compétence innée, une sorte de super pouvoir passif que nous exerçons sans même nous en rendre compte, transformant l'urgence en une douce brise d'indifférence, une invitation à la contemplation plutôt qu'à l'action frénétique. Cette capacité à repousser ce qui doit être fait, à trouver des raisons valables, ou du moins plausibles, pour ne pas commencer, est une forme d'art que beaucoup cultivent, avec une dévotion presque religieuse. C'est un art raffiné, une danse subtile entre l'intention et l'inaction. D'abord, vous reportez avec une conviction inébranlable que le moment propice n'est pas encore arrivé. Ensuite, vous justifiez le report en utilisant une philosophie orientale que vous ne comprenez même pas vraiment, mais qui sonne merveilleusement bien. Je vis le présent, expliquez-vous à votre patron, avec un sourire serein, tout en ignorant 17 emails urgents qui s'accumulent dans votre boîte de réception. Tout est impermanent. Méditez-vous, les yeux fixés sur l'horizon, en regardant la date limite approcher, comme un tsunami spirituel, une vague inévitable que vous choisissez d'observer plutôt que de surfer, convaincu que la résistance est futile et que l'acceptation est la voie. Le bouddhisme est devenu l'alibi le plus sophistiqué de l'histoire pour ceux qui ont découvert que fuir les responsabilités peut sonner profondément spirituel. Des siècles de sagesse, de méditation et de quête de l'illumination transformés en excuses pour s'asseoir en position du lotus et décider que les feuilles de calcul, les rapports et les réunions sont une illusion maya, une distraction éphémère de la vraie nature de l'existence. Vous n'évitez pas le travail, non. Vous pratiquez le détachement, une forme avancée de non-attachement aux résultats matériels. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous cultivez une présence, en vous immergeant pleinement dans l'instant, même si cet instant implique de ne rien faire. Vous ne procrastinez pas. Vous suivez le flux naturel de l'univers, qui, par coïncidence, coule très lentement lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'utile, quelque chose qui demande un effort concret et des résultats tangibles. C'est génial, n'est-ce pas ? Transformer la paresse en un voyage spirituel, la négligence en une pratique contemplative et le retard chronique en une sagesse millénaire appliquée. Rien de tel que d'expliquer à votre entourage que vous avez manqué la date limite, parce que vous étiez trop présent dans le moment pour vous souvenir que l'avenir existe, que les conséquences matérielles de vos actions sont une réalité tangible et que les autres dépendent de vous. C'est une pirouette intellectuelle qui permet de se décharger de toute culpabilité, enveloppant l'inaction dans un voile de spiritualité. Et si vous avez déjà utilisé la méditation comme excuse pour ne pas répondre à des messages importants, aimez cette vidéo. Si vous avez déjà transformé la philosophie bouddhiste en justification pour ne rien faire de productif, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez déjà découvert que le dharma mal appliqué est une procrastination de luxe, activez la cloche. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 personnes qui ont perfectionné cet art, qui ont poussé la procrastination spirituelle à son paroxysme, qui ont découvert comment utiliser la sagesse ancestrale pour éviter les responsabilités modernes, les exigences du monde contemporain, et qui ont appris, finalement, à leurs dépens, que le vrai bouddhisme ne fuit pas la vie, dans toute sa complexité et ses défis. Il vous apprend juste à procrastiner avec plus de conscience, jusqu'à ce que la réalité vous rattrape, inévitablement, et vous force à reconsidérer votre approche. Antoine Dubois était un expert en productivité, un gourou autoproclamé de l'efficacité.
Sa profession consistait à enseigner aux personnes occupées comment devenir plus occupées de manière plus efficace, comment optimiser chaque minute de leur journée. Il avait des feuilles de calcul pour organiser d'autres feuilles de calcul, des applications pour surveiller les applications de productivité et un calendrier si optimisé qu'il prévoyait même du temps pour respirer, pour ses pauses café et pour ses moments de réflexion stratégique. Son bureau, situé dans un gratte-ciel étincelant du quartier de la Défense à Paris, était un temple de l'efficacité, rempli de gadgets technologiques dernier cri, de post-it colorés et de tableaux blancs couverts de diagrammes complexes. Il était l'incarnation de la productivité, un modèle pour tous ceux qui aspiraient à maîtriser leur temps. Cela fonctionnait parfaitement, du moins en apparence, jusqu'au jour où il a perdu 3 clients majeurs la même semaine. Tous pour la même raison, délicatement expliquée par ses anciens clients comme un manque d'alignement dans les livraisons ou un défaut de communication sur les échéances. Traduction. Antoine retardait tout, manquait les rendez-vous et ignorait les relances, tout en exigeant la ponctualité et la rigueur de ses propres clients. L'ironie était cristalline, presque douloureuse. Le gourou de l'efficacité personnelle, l'homme qui vendait des méthodes pour gagner du temps, était devenu un cas classique de procrastination avancée. Comme un nutritionniste qui ne mange que de la pizza et des frites, ou un entraîneur personnel avec un ventre à bière et un souffle court, Antoine a découvert que prêcher la productivité ne rend pas automatiquement productif. Sa réputation, construite sur des années de discipline, de rigueur et de résultats concrets, commençait à s'effriter, menaçant de s'effondrer complètement. C'est alors qu'il a trouvé un livre sur la pleine conscience, non pas dans une librairie spécialisée, mais par hasard, dans une petite librairie d'aéroport, lors d'un vol retardé vers Toulouse. Le pouvoir du moment présent était là, posé sur une étagère, brillant comme une révélation divine entre des magazines People au titre racoleur et des chewing-gums hors de prix. Antoine a feuilleté quelques pages pendant le vol, plus par ennui que par intérêt, et a eu une épiphanie inattendue à 10 000 mètres d'altitude, au-dessus des nuages cotonneux. Vivre le en présent, c'était le secret qui manquait à sa vie, la pièce manquante du puzzle. Plus d'anxiété pour l'avenir, plus de regrets pour le passé. Juste une présence pure, une conscience totale du moment actuel, sans jugement, sans attente. Comment n'y avait-il pas pensé avant? C'était aussi évident que de découvrir que l'eau mouille, une vérité simple mais profondément transformatrice, capable de bouleverser toute son existence. Antoine est rentré chez lui, dans son appartement, haussmannien du 16e arrondissement, avec une nouvelle détermination. Il était décidé à révolutionner complètement son approche professionnelle et personnelle. Fini de courir contre le temps, de le traquer, de le maîtriser. Maintenant, il allait couler avec le temps, se laisser porter par son rythme naturel. Fini le stress des délais, des objectifs à atteindre à tout prix. Maintenant, il allait embrasser chaque moment comme un cadeau sacré que l'univers offrait gratuitement, sans conditions, sans attente de retour. Il se sentait léger, libéré d'un poids qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. Le lundi suivant, au lieu de se jeter sur son ordinateur, il s'est assis à son bureau et a décidé de méditer avant de vérifier ses emails. 10 minutes de respiration consciente, les yeux fermés pour commencer la journée centrée, ancrée dans l'instant présent. Les messages pouvaient attendre, pensait-il. Ils avaient toujours été là, ils seraient toujours là. L'important était d'être présent pour chaque inspiration et expiration, de ressentir le souffle de vie qui le traversait, de se connecter à son être intérieur avant de se lancer dans le tourbillon du monde extérieur. Après la méditation, Antoine a regardé sa boîte de réception avec une sérénité zen, presque détachée. 47 messages non lus, dont plusieurs marqués comme urgents ou très importants. Normalement, cela aurait provoqué une panique immédiate, suivie d'un triple café et d'une saisie frénétique sur son clavier. Mais maintenant, il avait la sagesse orientale de son côté, une nouvelle perspective sur la réalité. Il n'y a que le maintenant, a murmuré Antoine à lui-même, un mantra apaisant.
Ces messages sont des projections d'anxiété future, des fantômes de ce qui pourrait arriver. Je vais me concentrer sur le présent. Et à la surprise de son propre subconscient, il a fermé son ordinateur portable. Parce que répondre à des messages, ce n'était pas vivre le moment. C'était se perdre dans des préoccupations concernant des choses qui n'étaient pas encore arrivées, des fantômes du futur, des illusions de contrôle. Au lieu de cela, Antoine a décidé de faire une promenade méditative dans son appartement. Un espace qu'il avait toujours considéré comme un simple lieu de vie, mais qui devenait maintenant un terrain de jeu pour sa nouvelle pratique. Chaque pas devait être conscient, chaque mouvement une célébration de la présence, une danse avec l'espace. Il a marché lentement dans le salon, la cuisine, le couloir, observant comment ses pieds touchaient le sol avec une révérence bouddhiste, comme s'il marchait sur un chemin sacré, chaque pas une opportunité de pleine conscience. Pendant la promenade, le téléphone a sonné 3 fois, des appels de clients ou de collègues. Antoine n'a même pas répondu. Les appels téléphoniques étaient des interruptions de la pleine conscience, des intrusions du monde extérieur. Ceux qui appellent parlent toujours du passé ou du futur, de problèmes qui se sont déjà produits ou de délais qui vont arriver. Rien de tout cela n'avait d'importance pour quelqu'un qui vivait véritablement le présent, immergé dans l'ici et maintenant. À l'heure du déjeuner, Antoine a préparé un sandwich avec une attention totale, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Chaque tranche de pain était observée comme une œuvre d'art. Chaque grain de sésame une étoile dans une galaxie. Chaque couche de jambon, de fromage et de légumes était contemplée comme un mandala tibétain, une composition éphémère mais parfaite. Manger lentement, mâcher consciemment, savourer chaque moment du repas comme une méditation gustative profonde, une célébration des sens. Le sandwich a mis 40 minutes à être consommé, un temps qu'Antoine aurait normalement utilisé pour répondre à des messages tout en avalant n'importe quoi sans faire attention. Mais c'était précisément le piège de la vie moderne, cette compulsion à faire plusieurs choses en même temps, à ne jamais être vraiment présent dans aucune d'elles, à vivre dans un état de distraction permanente. L'après-midi, Antoine a essayé de travailler sur une présentation pour un client important. Il a ouvert le logiciel de diapositive et a regardé l'écran blanc, un vide intimidant. Créer des diapositives, c'était projeter des scénarios futurs, anticiper des réactions, prévoir des questions. C'était de l'anxiété, matérialisée en points et graphiques colorés, en titres percutants et en images soigneusement sélectionnées. Comment cela s'alignait-il avec le fait de vivre le moment présent, de se laisser porter par le flux? Il a décidé de méditer sur la question, de laisser la réponse émerger d'elle-même. Il s'est assis en position du lotus, improvisé sur sa chaise de bureau et a fermé les yeux. Si la réponse était importante, elle viendrait naturellement, sans effort, sans contrainte. Forcer la créativité était précisément le genre de violence contre le moment présent qu'il voulait éviter complètement, une lutte inutile contre le courant. Il a médité pendant 2 heures, le temps s'écoulant sans qu'il s'en rende compte. Quand il a ouvert les yeux, l'écran était toujours blanc. Mais Antoine se sentait profondément centré, apaisé, plus connecté à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années, une sensation de plénitude intérieure. La présentation pouvait attendre. Le client pouvait attendre. Le monde entier pouvait attendre. Ce qui importait, c'est qu'Antoine avait enfin découvert comment vivre vraiment, comment être pleinement présent à chaque instant, comment être présent pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment précieux de l'existence. Pour la première fois depuis des décennies, il ne courait après rien, il ne cherchait rien. Il était simplement, pleinement, consciemment, dans un état de pur être. Antoine a éteint son ordinateur à 3 heures de l'après-midi, non par paresse ou démotivation, mais par sagesse, par une compréhension profonde de la nature de la réalité, pour comprendre que la vraie productivité vient de la vraie présence, d'une immersion totale dans l'action, sans distraction,
Et la vraie présence ne se précipitait pas pour livrer des présentations qui ne faisaient qu'alimenter la roue du hamster du capitalisme moderne effréné, une course sans fin vers un avenir illusoire, toujours hors d'atteinte. Une semaine plus tard, Antoine était devenu un expert pour expliquer la pleine conscience à des clients confus, voire exaspérés. « Il n'y a que le maintenant », répétait-il inlassablement lors des réunions, tandis que le client, les sourcils froncés, posait des questions sur le calendrier de livraison ou les résultats attendus. L'avenir est une construction mentale, une illusion de l'esprit. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment, ce moment, cette conversation, cette respiration. Les clients regardaient Antoine comme s'ils venaient de découvrir que l'expert en productivité qu'ils avaient engagé avait échangé sa santé mentale contre de l'encens et des mantras. « Mais, et le rapport que vous avez promis vendredi dernier ?» demandait-il, la voix teintée d'incrédulité. « Vendredi dernier n'existe plus », répondait Antoine avec une sérénité zen, presque déconcertante. « Il n'y a que cette seconde exacte de notre conversation, cette éternité présente. » C'était philosophiquement impeccable, d'une logique implacable. Pratiquement, c'était un désastre. Antoine a abandonné toutes les feuilles de calcul de contrôle du temps, ces instruments de torture qui l'avaient asservi pendant des années. Les feuilles de calcul étaient des tentatives pathétiques de contrôler l'incontrôlable, de maîtriser ce qui ne peut l'être. Le temps ne peut pas être géré, seulement expérimenté, vécu pleinement. Chaque seconde devait être savourée comme un vin rare. Un grand cru, pas chronométré comme une course olympique, une performance à atteindre. Ces méthodes traditionnelles, ces outils de productivité, sont devenus des déchets de spirituel, des reliques d'une époque révolue. Des alarmes pour se souvenir des tâches, une violence contre le flux naturel, une interruption brutale de l'harmonie. Des listes de choses à faire, de l'anxiété cristallisée sur papier, une matérialisation de la peur de l'oubli. Des buts et des objectifs, des projections névrotiques sur un avenir qui n'existe même pas encore, des chimères de l'esprit. Antoine a créé une nouvelle méthodologie, basée entièrement sur la présence, sur l'écoute de son corps et de son intuition. Je me lève quand je me lève, sans réveil, sans contrainte. Je travaille quand je me sens inspiré, quand l'énergie créative me traverse. Je mange quand j'ai faim, en écoutant les signaux de mon corps. Je dors quand je suis fatigué, en respectant mon rythme naturel. C'est aussi simple que ça, aussi naturel que la vie elle-même. Comme les animaux sauvages qui n'ont jamais eu d'anxiété parce qu'ils ne planifient pas la prochaine décennie, ils vivent pleinement l'instant présent. Le premier client à expérimenter cette révolution était une entreprise de comptabilité de Lyon qui voulait optimiser ses processus internes. Antoine est arrivé à la réunion avec 2 heures de retard, sans s'excuser, sans se justifier. « Désolé », a-t-il expliqué calmement, « mais j'observais une fourmi transportant une miette. C'était un moment de profonde conscience, de la détermination et du but, une leçon de persévérance. » La directrice de l'entreprise, une femme pragmatique et pressée, a cligné des yeux plusieurs fois, incrédule. « Nous avons une date limite pour clôturer le bilan trimestriel », a-t-elle dit, la voix tendue. « Les délais sont des illusions », a répondu Antoine, avec un sourire énigmatique. Le bilan trimestriel est un concept humain arbitraire, une construction sociale. La fourmi ne fait pas de bilan trimestriel et vit parfaitement bien, en harmonie avec la nature. Pendant la présentation, Antoine a abandonné les diapositives préparées, ces structures rigides qui limitaient la communication authentique. Au lieu de cela, il a parlé de la façon dont chaque respiration était une occasion unique de renouvellement cellulaire, un miracle de la vie. Comment chaque clignement des yeux était un miracle neurologique qui méritait une contemplation révérencieuse, une pause dans le tourbillon de l'existence. Vous voulez optimiser les processus, a expliqué Antoine, les yeux brillants, mais le processus le plus important est d'être présent à ce qui se passe maintenant. En ce moment, par exemple, de l'oxygène entre dans vos poumons, du sang circule dans vos veines. La vie se déroule dans des trillions de cellules, un balai incessant.
L'équipe de comptabilité est restée dans un silence gênant, un mélange de perplexité et d'incrédulité. Ils voulaient une nouvelle feuille de calcul, un outil concret pour résoudre leurs problèmes. Antoine offrait un cours de biologie méditative, une leçon de vie. Dans les semaines suivantes, Antoine a appliqué la présence totale à tous les projets, avec des résultats inattendus. Réunion prévue à 9 heures du matin. Il arrivait quand il sentait que c'était le bon moment pour arriver, quand son intuition le guidait. Rapport dû vendredi, il le livrait. Quand l'univers signalait qu'il était prêt à être livré, quand les étoiles s'alignaient, je vis selon le rythme naturel, expliquait Antoine à des clients de plus en plus irrités, dont la patience s'amenuisait. Vous êtes piégés dans des constructions sociales artificielles, des conventions arbitraires. L'horloge est une invention humaine. Le temps réel est cyclique, organique, intuitif, comme les marées. Une cliente excédée a demandé un remboursement. J'ai payé pour des conseils en productivité et j'ai reçu la philosophie d'un hippie tardif, s'est-elle plainte, la voix tremblante de colère. Antoine a répondu qu'elle résistait à la croissance personnelle, à l'évolution de sa conscience, que l'argent était de l'énergie et que l'énergie devait circuler librement, ne pas être emprisonné dans des concepts matérialistes limitants, comme un compte en banque. Un autre client a annulé son contrat après qu'Antoine soit apparu dans l'entreprise vêtu de vêtements blancs, ample et ne parlant qu'en chuchotant. « Je pratique la communication consciente », a-t-il expliqué avec un sourire serein. Les mots ont une vibration. Les cris et la précipitation sont une violence sonore contre l'harmonie universelle, une dissonance dans le grand orchestre de la vie. Antoine a également cessé d'utiliser un réveil, considérant ces appareils comme des agressions contre le sommeil naturel, une interruption forcée du cycle biologique. Le corps savait quand il était reposé, quand il était prêt à s'éveiller. Pourquoi forcer un réveil artificiel quand le réveil organique était beaucoup plus sain et aligné avec le biorhythme, avec les rythmes profonds de la nature? Résultat, il se réveillait à midi, manquait les réunions du matin et expliquait, avec une conviction inébranlable, qu'il suivait son chronotype naturel. « Le matin est un concept culturel », disait-il. « Mon organisme s'épanouit naturellement après 11 heures du matin. C'est là que ma créativité est à son apogée. » Le compte bancaire d'Antoine a commencé à refléter sa nouvelle philosophie, une philosophie de l'abondance, en négatif. L'argent était aussi de l'énergie, et son énergie circulait rapidement vers d'autres dimensions, principalement vers la dimension des factures en retard et des créanciers insistants, dont les appels se faisaient de plus en plus pressants. Mais Antoine est resté zen, imperturbable. Un compte bancaire était un numéro dans un système numérique, une simple abstraction. Les chiffres étaient des abstractions mathématiques, des constructions humaines. Les abstractions ne pouvaient pas causer de souffrance réelle à quelqu'un qui était véritablement présent dans le moment, qui avait transcendé les préoccupations matérielles. « Je traverse une transition », expliquait Antoine à lui-même, pendant sa méditation quotidienne de 4 heures, les yeux fermés, le corps immobile. Les vieux schémas se dissolvent. La vraie abondance vient de l'intérieur, pas d'un compte courant, pas d'une richesse matérielle. Il a annulé son assurance maladie, considérant cela comme parier contre sa propre vitalité, manifester la peur d'un avenir hypothétique. Un corps sain n'avait pas besoin d'assurance parce qu'un corps sain ne tombait pas malade, il était en parfaite harmonie. Il a également annulé son assurance automobile. L'assurance était la peur cristallisée dans une police, une manifestation de l'insécurité. Conduire avec une présence totale était une protection suffisante. Une bulle de conscience. Les accidents arrivaient aux personnes distraites, pas aux personnes pleinement conscientes de chaque instant dans la circulation urbaine. Même dans les embouteillages parisiens, à la fin du mois, Antoine avait perdu 15 clients, retardé 12 projets et accumulé 17 plaintes formelles. Mais il avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, une connaissance profonde de l'impermanence de tout, de la nature éphémère de la réalité, y compris de sa propre carrière, qui semblait s'évaporer sous ses yeux.
2 mois plus tard, Antoine a découvert que vivre le présent incluait quelques expériences inconfortables, des réalités matérielles qu'il ne pouvait plus ignorer, comme recevoir un appel de la banque à 8 heures du matin, un rappel brutal de ses obligations financières, comme trouver un huissier de justice à sa porte, une figure menaçante de la loi, comme découvrir que son compte courant était également entré dans un état profond de méditation zen, c'est-à-dire qu'il était à sec. La banque, elle, ne pratiquait pas le détachement. Apparemment, les gestionnaires de comptes n'étaient pas adeptes de la philosophie selon laquelle l'argent est une énergie qui circule librement. Ils avaient des concepts très spécifiques sur l'énergie qui retourne à l'institution financière, de préférence avec des intérêts actualisés et des pénalités de retard. Monsieur Dubois, a dit l'employé au téléphone d'une voix sèche, votre compte est négatif depuis 6 semaines. Antoine a respiré consciemment avant de répondre, cherchant son centre. Les nombres sont des constructions humaines arbitraires. Ma vraie abondance ne peut pas être mesurée par des chiffres sur un écran, par des abstractions matérielles. Il y a eu une pause gênante, un silence lourd. Monsieur, le monsieur doit 32 000 euros. Antoine a ressenti une petite contraction dans l'estomac, une légère perturbation de sa sérénité, mais est rapidement revenu à la présence. Devoir est un concept qui crée de la souffrance, une illusion de l'esprit. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai. La santé, la conscience, l'oxygène gratuit, les vraies richesses. L'employé n'a pas semblé impressionné par l'oxygène gratuit comme garantie bancaire, son pragmatisme l'emportant sur la spiritualité. Antoine a commencé à remarquer que d'autres personnes ne suivaient pas son cheminement spirituel, qu'elle restait ancrée dans une réalité matérielle qu'il avait tenté de transcender. Le concierge de l'immeuble faisait une drôle de tête quand Antoine expliquait que la copropriété était une division artificielle d'un espace unitaire, une illusion de séparation. L'employé du supermarché n'a pas accepté le paiement en gratitude universelle pour la nourriture sacrée, insistant sur des euros bien concrets. Pire encore, d'anciens clients appelaient non pas pour de nouveaux services, mais pour demander où étaient les projets qu'ils avaient payés à l'avance, les livrables concrets. Antoine a essayé d'expliquer que les projets avaient été transcendés, qu'ils avaient évolué au-delà des livraisons matérielles vers des offres de croissance personnelle, des transformations intérieures. J'ai payé 15 000 euros pour des conseils en productivité, a crié une cliente au téléphone, la voix pleine de fureur. Vous m'avez donné 5 heures de méditation guidée sur la respiration consciente. Antoine est resté calme, imperturbable. La respiration consciente vaut plus que 15 000 euros. C'est inestimable. Vous avez reçu quelque chose d'infiniment plus précieux, une richesse spirituelle. La cliente lui a raccroché au nez, clairement pas prête à recevoir les dons de l'univers, préférant la matérialité à la spiritualité. Antoine a commencé à ressentir des symptômes étranges, des signaux de son corps qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se réveillait avec une sensation étrange dans l'estomac. Pas une faim spirituelle, pas un vide existentiel, une vraie faim, du genre qui demande de la nourriture physique, pas des aperçus métaphysiques. Il a ouvert le réfrigérateur et a trouvé de la philosophie bouddhiste, de la sagesse zen et absolument rien de comestible. Apparemment, les supermarchés n'acceptaient pas l'échange d'enseignements spirituels contre des produits alimentaires de base comme le pain et le lait. Antoine a décidé de méditer sur la question de la nourriture, de laisser la réponse émerger. Il s'est assis en position du lotus sur le sol de la cuisine vide et s'est concentré sur sa respiration. Peut-être que le jeûne faisait partie du processus de purification, une étape nécessaire vers l'illumination. Les grands maîtres spirituels passaient toujours par des périodes d'abstinence alimentaire, des épreuves pour purifier le corps et l'esprit. Après 3 heures de méditation, l'estomac continuait à faire des bruits pas très zen, des gargouillements bien matérialistes, bien corporels, bien insistants. Antoine a essayé d'accepter les bruits comme des mantras naturels du corps, mais il semblait demander du riz et des haricots, pas une illumination transcendantale, pas des révélations spirituelles. C'est alors qu'une lettre du propriétaire de l'appartement est arrivée, une lettre de relance,
puis une lettre de mise en demeure. Expulsion pour non-paiement. Antoine l'a lu avec un intérêt anthropologique, comme un document fascinant sur les coutumes humaines. L'expulsion était un concept fascinant, comme si quelqu'un pouvait être retiré de l'espace qu'il occupait consciemment, comme si la conscience était liée à un lieu physique. « L'espace est infini », a murmuré Antoine, les yeux dans le vague. L'appartement est une division illusoire de l'espace infini. Personne ne peut m'expulser de l'univers. Mais le document légal ne semblait pas intéressé par la cosmologie bouddhiste. Il avait des délais, des montants et des menaces très spécifiques de changement d'adresse forcé, de déménagement contraint. Antoine a appelé sa mère, la première fois en 2 mois, une tentative désespérée de se raccrocher à la réalité. « Maman, je traverse une profonde transformation spirituelle », a-t-il commencé, la voix pleine d'espoir. Elle a soupiré, un soupir lourd de lassitude. « Antoine, tu es encore sans travail ? Je ne suis pas sans travail, maman. Je suis au-delà du travail. J'ai transcendé le besoin d'échanger du temps contre de l'argent, cette illusion du système. Mon fils, tu dois manger, a-t-elle répondu, avec un pragmatisme maternel dévastateur. Maman, la nourriture est un carburant corporel temporaire. Je me nourris de sagesse éternelle, de nourriture spirituelle. La sagesse éternelle ne paie pas la facture d'électricité, a-t-elle répliqué, coupant court à son envolée. Lyrique. Antoine a essayé d'expliquer que la facture d'électricité faisait partie du système de contrôle capitaliste, une invention de la société moderne, que les êtres humains avaient vécu des milliers d'années sans électricité, en harmonie avec la nature, que les bougies étaient un éclairage plus romantique et écologiquement durable, une alternative plus consciente. Antoine a interrompu sa mère, la voix plus douce. « Tu veux venir dîner ici ce soir ?» Il a ressenti une vague de gratitude inexplicable, une chaleur inattendue. « Je peux apporter le dessert ?»« Oui, » a-t-elle dit, mais acheté, pas philosophique. Pendant le dîner, Antoine a expliqué en détail son cheminement spirituel, sa nouvelle vision du monde. Comment il avait découvert que la productivité était un piège, une illusion, comment le temps linéaire était une construction mentale, une convention sociale, comment la présence était le seul état authentique de l'existence humaine, la seule vérité. Son père a tout écouté en silence, les yeux rivés sur son assiette. À la fin, il a demandé d'une voix calme « Et comment vas-tu payer les factures ?» Antoine a soupiré, exaspéré. « Papa, tu n'as rien compris à ce que j'ai expliqué. »« J'ai compris, » a répondu son père avec un sourire en coin. « Tu as découvert comment ne pas travailler et tu as appelé ça de la spiritualité. » Antoine a été offensé, blessé dans son ego spirituel. Comment réduire un voyage transcendantal à de la simple paresse déguisée? Comment ne pas voir la révolution de la conscience qui était en train de se produire, la transformation qu'il vivait? Mais pendant la 3e portion de lasagne de sa mère, un doute minuscule a commencé à grandir, une petite graine d'incertitude. Et si vivre le présent incluait des responsabilités gênantes, des obligations matérielles, et si la vraie présence englobait plus que méditer en fuyant les engagements, les devoirs? Antoine a repoussé cette pensée hérétique, la considérant comme la résistance de l'ego, la peur d'abandonner sa zone de confort spirituel. Mais le doute planté, petit comme une graine zen, a commencé à germer, lentement, mais sûrement. La semaine suivante, Antoine s'est réveillé sur le canapé de sa mère pour la 5e fois consécutive, un rappel brutal de sa nouvelle réalité. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'huissier de justice avait matérialisé le concept abstrait d'expulsion en un changement d'adresse forcée bien concret, un déménagement sans préavis. Sa mère lui a apporté le petit déjeuner avec ce regard que les mères ont quand leur fils de 40 ans revient à la maison en parlant d'illumination spirituelle, un mélange de tendresse et d'exaspération. « Antoine, tu dois trouver un emploi », a-t-elle dit sans détour. « Maman, l'emploi est une prison volontaire de l'âme créative, une contrainte inutile. »« L'âme créative doit payer la pension alimentaire », a-t-elle répondu, avec une logique implacable, en montrant une lettre de l'avocat de son ex-femme. Antoine avait complètement oublié la pension,
cette obligation matérielle. Au cours des 2 derniers mois passés à vivre le présent, l'avenir financier de sa fille avait été négligé au nom de la présence consciente, de la spiritualité. Apparemment, le système judiciaire n'était pas intéressé par la croissance personnelle du père. Il voulait un virement bancaire mensuel ponctuel, une somme d'argent bien concrète. Julie a besoin d'argent pour l'école, a continué sa mère, la voix douce mais ferme. Elle n'a pas besoin d'un père zen qui ne peut pas lui payer son goûter. Antoine a senti quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Ce n'était pas un chakra qui s'ouvrait, pas une nouvelle illumination. C'était une vieille culpabilité bien connue qui tentait de percer le blindage spirituel qu'il avait construit. « Je traverse un processus de transformation », a expliqué Antoine, plus pour lui-même que pour sa mère. Les grands changements exigent des périodes de transition, des moments de flottement. La transition ne nourrit pas un enfant de 8 ans, a répliqué sa mère avec une précision chirurgicale maternelle, une vérité indéniable. Antoine a décidé de méditer sur la question, de trouver une solution spirituelle à un problème matériel. Il s'est assis dans le jardin, a fermé les yeux et a essayé de se connecter à sa sagesse intérieure sur la façon de concilier une paternité responsable avec une vie contemplative authentique. 20 minutes plus tard, la seule révélation était que les moustiques ne respectent pas l'état méditatif et que son estomac gargouillait toujours. C'est alors que son téléphone a sonné, un son strident qui l'a tiré de sa méditation. Numéro inconnu. « Antoine, c'est Charles, tu te souviens, de l'entreprise de logistique ?» Antoine se souvenait vaguement. Un client qu'il avait abandonné au milieu du projet, quand il avait découvert la pleine conscience, le laissant en plan. « J'appelle parce que j'ai besoin de cette consultation. Urgent. Mon entreprise est au bord du gouffre. » « Charles, je ne travaille plus avec la consultation traditionnelle, » a commencé Antoine, essayant de maintenir sa posture zen. « Maintenant, je me concentre sur le développement de la conscience, sur l'éveil spirituel. » Antoine, a interrompu Charles, la voix désespérée. « Mon entreprise est en faillite. J'ai perdu 3 gros contrats. Je dois tout réorganiser en 2 semaines ou je ferme définitivement. » Antoine a senti quelque chose bouger en lui, une émotion inattendue. Pas de la compassion zen, pas de l'empathie spirituelle. Une vieille responsabilité, un peu rouillée mais toujours fonctionnelle, un sens du devoir qui refaisait surface. « Charles, je paye 50 000 si tu résous ça, » a coupé Charles, la voix pleine d'espoir. 50 000 en espèces, dès que le travail est fait. Silence. Antoine a regardé la maison de sa mère, a pensé à la pension de sa fille, s'est souvenu de l'appartement perdu. 50 000 € étaient bien matériels, bien concrets, bien capables de résoudre des problèmes très spécifiques, très urgents. « Je peux jeter un œil », a dit Antoine, essayant de paraître désinvolte, de ne pas montrer son intérêt. Mais juste comme une faveur personnelle. Je ne retourne pas à la vie d'entreprise, à la course au profit. Antoine, aide-moi, il y a 200 employés qui en dépendent, 200 familles qui comptent sur toi. Antoine a raccroché et est resté immobile dans le jardin, le téléphone à la main. 200 employés, 200 familles, des personnes réelles avec des factures réelles et des enfants qui avaient besoin d'un vrai goûter à la vraie école. Comment cela s'inscrivait-il dans la philosophie de ne vivre que le présent, d'ignorer les conséquences futures? Il a commencé à comprendre une chose de gênant, une vérité qu'il avait longtemps évitée. Vivre le présent ne signifiait pas ignorer les conséquences futures. Cela signifiait être conscient de la façon dont les décisions présentes affectaient les autres, de l'impact de ses actions. La vraie présence incluait la responsabilité de l'impact de ses propres actions, une prise de conscience de son rôle dans le monde. Antoine a rappelé Charles. « Charles, je vais t'aider, mais je vais faire différemment cette fois. » « Comment ? Différemment ? Je serai présent à chaque processus. Je comprendrai vraiment ce dont votre entreprise a besoin, sans préjugés, sans idées préconçues. Je n'appliquerai pas un modèle tout fait, une solution générique. Antoine, peu importe comment tu vas faire, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, la survie de mon entreprise. Il y aura un résultat, a promis Antoine, avec une nouvelle conviction.
mais un résultat qui tient compte des personnes, pas seulement des chiffres, un résultat humain. Les jours suivants, Antoine a appliqué la pleine conscience d'une manière complètement nouvelle, une manière qui intégrait la spiritualité à la réalité. Au lieu de méditer en fuyant les feuilles de calcul, il a médité à l'intérieur des feuilles de calcul. Il a observé chaque chiffre comme une représentation de la vie humaine réelle, chaque donnée comme une histoire. Chaque ligne de la feuille de calcul était le salaire de quelqu'un, le soutien d'une famille, une responsabilité concrète. Il a découvert que la vraie pleine conscience n'évitait pas le travail. Elle faisait le travail avec une conscience totale, une immersion complète. Chaque décision prise en tenant compte de l'impact réel sur des personnes réelles. Chaque choix guidé par l'empathie. Chaque processus réorganisé en pensant à faciliter la vie de ceux qui devaient utiliser ce processus, à rendre leur travail plus fluide, plus humain. Antoine a travaillé 16 heures par jour pendant 2 semaines, avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Non pas par une ancienne compulsion névrotique, par une peur du manque, mais par une présence dédiée à ce qui comptait vraiment, à la résolution d'un problème concret. Il était présent à l'urgence réelle, ne la fuyant pas mais l'embrassant pleinement. La différence était subtile mais révolutionnaire. Avant, il travaillait anxieux à propos des délais futurs, stressé par ce qui allait arriver. Maintenant, il travaillait conscient du besoin présent, de l'urgence de l'instant. Avant, il stressait à propos de résultats qui n'existaient pas encore, des chimères de l'esprit. Maintenant, il se concentrait sur la qualité de chaque action au moment exact de son exécution, sur la perfection de l'instant. Quand il a livré le projet finalisé, Charles a été impressionné, stupéfait par la rapidité et la qualité du travail. « Comment avez-vous fait ça si vite ?»« Présence totale », a expliqué Antoine, avec un sourire serein. Quand vous êtes vraiment présent, vous ne perdez pas de temps avec l'anxiété, la procrastination ou la distraction. Vous faites juste ce qui doit être fait, avec une efficacité redoutable. Charles a payé 50 000 le même jour, sans hésitation. Antoine a regardé le dépôt bancaire et a compris quelque chose de fondamental. L'argent n'était pas une énergie abstraite circulant librement. C'était un outil concret pour s'occuper de responsabilités concrètes. Pour payer l'école de sa fille, la pension alimentaire, un nouvel appartement, une nouvelle vie. Antoine avait découvert la pleine conscience pratique, une forme de spiritualité qui ne fuyait pas la vie, mais l'embrassait complètement, dans toute sa complexité, y compris les parties gênantes comme les factures, les délais et les personnes qui dépendaient de lui. C'était une pleine conscience ancrée dans la réalité, une spiritualité incarnée. Juliette Moreau était une influenceuse de bien-être numérique, une star des réseaux sociaux. Sa vie était une série de posts Instagram parfaitement filtrés sur le yoga au lever du soleil, les smoothies détox et les citations inspirantes sur l'amour de soi. Elle avait des millions de followers qui croyaient que sa vie était une méditation constante de bonheur et de pleine conscience. Une existence idyllique. En réalité, Juliette était constamment stressée, épuisée par la performance. Chaque post était une performance, une mise en scène minutieuse. Chaque sourire une pause, un masque, chaque méditation une course contre la montre pour capturer le contenu parfait avant que la lumière ne change, avant que l'instant ne s'échappe. Elle était une esclave de l'algorithme, une prisonnière de sa propre image, de l'image qu'elle avait créée. Elle prêchait l'impermanence, mais paniquait si son nombre de followers diminuait. Elle parlait de détachement, mais était obsédée par les likes et les commentaires, par la validation externe. Elle enseignait la pleine conscience, mais vivait dans un futur imaginaire de parrainage et de partenariat, de contrats lucratifs. Un jour, alors qu'elle filmait une séance de yoga sur une plage idyllique de Nice, son téléphone est tombé dans la mer, un accident bête mais aux conséquences dramatiques. Panique totale, non pas pour le téléphone lui-même, un simple objet, mais pour le contenu qu'il contenait. Des semaines de photos et de vidéos perdues, des souvenirs, des preuves de son existence numérique, des parrainages menacés, des contrats qui risquaient de s'envoler.
Son empire numérique s'effondrait sous ses yeux comme un château de sable emporté par la marée. Juliette a pleuré, non pas des larmes zen de libération, mais des larmes matérialistes de désespoir, de frustration. Elle a regardé la mer, qui semblait rire de son attachement au bien matériel, à son image. L'impermanence, a-t-elle murmuré, la voix brisée. C'est une saleté, une injustice. Elle a passé la semaine suivante sans téléphone, coupée du monde numérique. Au début, c'était un enfer, une torture. Elle se sentait nue, déconnectée, invisible, comme si elle n'existait plus. Elle ne savait pas quoi faire de ses mains sans tenir un téléphone, sans scroller. Elle ne savait pas quoi faire de son esprit sans vérifier les notifications, sans être constamment sollicitée. Mais lentement, imperceptiblement, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à remarquer les couleurs du ciel, les nuances de bleu et de rose, le son des vagues, le murmure de l'océan, le goût de la nourriture, chaque saveur, chaque texture. Elle a commencé à parler aux gens sans l'intermédiaire d'un écran, à établir de vraies connexions. Elle a commencé à vivre le présent, non pas comme un concept à poster sur Instagram, mais comme une réalité à expérimenter, à savourer. Elle a découvert que l'impermanence ne signifiait pas que rien n'avait d'importance. Cela signifiait que tout était en constante évolution, que rien n'était figé et que s'accrocher à quoi que ce soit causait de la souffrance, y compris son image numérique parfaite, cette façade qu'elle avait construite. Juliette a décidé de changer son approche, de se réaligner avec ses valeurs. Elle a acheté un nouveau téléphone, mais a désactivé toutes les notifications, toutes les alertes. Elle a commencé à poster moins, mais avec plus d'authenticité, plus de vérité. Elle a commencé à parler de ses luttes, de ses imperfections, de sa vraie vie sans filtre. Ses followers ont été choqués, déroutés. Certains sont partis, ne reconnaissant plus leur idole. Mais ceux qui sont restés étaient plus engagés, plus réels, plus connectés. Ils voulaient une connexion, pas une performance. Ils voulaient de la vérité, pas une illusion. Juliette a découvert que l'impermanence était une libération, pas une malédiction. Elle l'a libérée de la prison de sa propre image, de la tyrannie de la perfection. Elle l'a libérée de la course sans fin aux likes et aux followers, de la validation externe. Elle l'a libérée pour être elle-même dans toute sa vulnérabilité et son authenticité. Elle a continué à enseigner le yoga et la méditation, mais avec une nouvelle perspective, une nouvelle profondeur. L'impermanence n'est pas une excuse pour ne rien faire, expliquait-elle. C'est une invitation à agir avec conscience, sachant que chaque instant est précieux et éphémère, une opportunité unique. Elle a commencé à méditer sur les défis, pas seulement sur la paix. Elle a médité sur les délais, sur les factures, sur les relations difficiles. Elle a découvert que la pleine conscience ne signifiait pas fuir la réalité, mais l'embrasser pleinement, avec toutes ses imperfections, toutes ses aspérités. Juliette a appris que l'impermanence était une leçon, pas une punition. Elle lui a appris à apprécier ce qu'elle avait, à lâcher prise sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler, et à vivre chaque instant avec gratitude et conscience. Mais l'histoire de Juliette ne s'arrête pas là. Après avoir perdu son téléphone dans la mer, elle a découvert quelque chose d'inattendu. L'impermanence n'était pas seulement un concept philosophique à enseigner. C'était une réalité pratique qui affectait sa capacité à payer son loyer, à subvenir à ses besoins. Ses sponsors ont commencé à s'inquiéter. Pas de nouveaux contenus signifiait pas de nouveaux engagements. Pas de nouveaux engagements signifiait pas de nouveaux contrats. L'algorithme d'Instagram ne pardonne pas les pauses spirituelles. Il exige une présence constante. Juliette, a dit son agent au téléphone, la voix tendue. Les marques s'inquiètent. Votre engagement a chuté de 40% cette semaine. Juliette a respiré profondément, cherchant son calme. L'engagement authentique ne peut pas être mesuré par des métriques, par des chiffres froids. Les métriques peinent votre appartement,
a répondu son agent avec une brutalité commerciale, une vérité incontournable. Juliette a réalisé qu'elle était prise dans un paradoxe moderne. Elle enseignait le détachement à des gens qui payaient pour son attachement à une image parfaite, à une illusion. Elle prêchait l'impermanence tout en dépendant de la permanence de son revenu numérique, de la stabilité financière. Elle a commencé à poster à nouveau, mais différemment. Au lieu de photos imparfaites, elle a partagé des moments imparfaits, des bribes de sa vraie vie. Au lieu de citations inspirantes, elle a parlé de ses vraies luttes, de ses doutes, de ses peurs. Au lieu de poses de yoga parfaites, elle a montré ses échecs et ses chutes, sa vulnérabilité. Ses followers ont été divisés. Certains ont adoré l'authenticité, la fraîcheur de cette nouvelle approche. D'autres ont été déçus, ne retrouvant plus l'image idéalisée qu'ils avaient d'elle. Ils voulaient l'inspiration, pas la réalité. Ils voulaient l'évasion, pas la vérité. Juliette a perdu la moitié de ses followers en un mois, un coup dur pour son ego. Mais ceux qui sont restés étaient différents. Ils commentaient avec leurs propres histoires, leurs propres luttes. Ils partageaient leurs propres doutes, leurs propres victoires. Ils créaient une communauté authentique au lieu d'une audience passive, une vraie connexion humaine. Les marques ont été confuses. Votre engagement est plus profond, mais votre portée est plus petite, a expliqué son agent perplexe. Les marques veulent des chiffres, pas de la profondeur, pas de l'authenticité. Juliette a dû faire un choix difficile entre la performance et l'authenticité. Elle a choisi l'authenticité et a découvert quelque chose de surprenant. Les marques qui sont restées étaient meilleures, plus alignées avec ses valeurs. Elles voulaient une vraie connexion avec leur audience, pas juste de la visibilité, pas juste des chiffres. Juliette a appris que l'impermanence s'appliquait aussi aux modèles commerciaux, que parfois, perdre quelque chose vous permet de trouver quelque chose de mieux, de plus aligné, que l'authenticité, bien que risquée, était plus durable que la performance, plus gratifiante. Elle a continué à enseigner l'impermanence, mais maintenant, elle l'incarnait vraiment, elle la vivait. Elle a montré à ses followers que accepter le changement ne signifiait pas être passif. Cela signifiait être conscient de ce qui était vraiment important et agir en conséquence, avec intention et clarté. Marcel Dubois était un designer graphique talentueux, mais avec une tendance au perfectionnisme paralysant. Il passait des heures sur chaque détail, incapable de considérer un projet comme terminé, toujours à la recherche de la perfection absolue. Ses clients l'adoraient pour la qualité de son travail, pour son souci du détail, mais le détestaient pour ses délais interminables, pour son incapacité à livrer à temps. Il était connu pour ses nuits blanches, ses retouches incessantes et sa quête obsessionnelle de la typographie parfaite du pixel idéal. Cette exigence, si elle garantissait un résultat impeccable, le laissait épuisé, vidé de son énergie, et ses clients souvent frustrés par l'attente, par les retards accumulés. Il avait découvert le concept de Wu Wei dans un livre de philosophie taoïste, trouvé par hasard dans une petite librairie du quartier latin, un refuge inattendu, l'action sans effort, le flux naturel, l'idée de laisser les choses se dérouler sans forcer, sans s'accrocher à un résultat prédéfini, sans lutter contre le courant. C'était exactement ce dont il avait besoin pour surmonter son perfectionnisme. Cette anxiété constante de ne jamais être assez bien, de ne jamais en faire assez, de ne jamais atteindre la perfection. Le Wu Wei promettait une libération de cette pression auto-imposée, une harmonie avec le processus créatif, plutôt qu'une lutte acharnée contre lui, une danse avec l'inspiration. Marcel a commencé à appliquer le Wu Wei à son travail, avec une nouvelle approche. Il a cessé de planifier chaque étape avec une précision militaire, de tout contrôler. Il a cessé de se soucier des détails insignifiants qui le retenaient pendant des heures, qui le paralysaient. Il a laissé la créativité couler, sans résistance, sans jugement, sans entrave. Il a fait confiance au processus, à l'intuition, plutôt qu'à une feuille de route rigide, à un plan préétabli.
Il a commencé à esquisser plus librement, à explorer des idées sans les critiquer immédiatement, à laisser les formes et les couleurs s'organiser d'elles-mêmes sur l'écran, comme par magie. Au début, c'était libérateur, une bouffée d'air frais. Les projets se terminaient plus rapidement, souvent en une fraction du temps qu'il y consacrait auparavant. Il se sentait moins stressé, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une sensation de liberté. Il avait plus de temps pour méditer, pour explorer sa spiritualité, pour se promener le long de la Seine et observer le mouvement de l'eau, sans but précis, sans contrainte. Mais bientôt, les problèmes ont commencé à surgir, subtilement d'abord, puis de manière plus évidente, plus pressante. Les clients se plaignaient que le travail était bâclé, qu'il manquait de la finesse et de l'attention aux détails pour lesquels Marcel était réputé. Les délais étaient respectés, oui, mais la qualité avait diminué de manière alarmante, de manière inacceptable. Les projets manquaient de la touche finale, de la perfection qui avait fait sa réputation et justifié ses tarifs élevés. Un logo semblait inachevé, une brochure manquait de cohérence visuelle, un site web présentait des erreurs typographiques flagrantes. Le Wu-Wei, mal interprété, était devenu une excuse pour la négligence, pour la paresse. Marcel a réalisé que le Wu-Wei mal appliqué était juste de la paresse déguisée, une forme sophistiquée d'évitement, de fuite. L'action sans effort ne signifiait pas l'absence d'effort, mais plutôt un effort juste, aligné, sans tension inutile, sans lutte. Cela signifiait un effort aligné avec le flux naturel, pas un effort forcé ou résistant. Il ne s'agissait pas de ne rien faire, mais de faire ce qui était nécessaire, au bon moment, avec la bonne intention, avec une conscience claire. Il a médité sur la question, non pas pour fuir, mais pour comprendre, pour intégrer cette nouvelle vérité. Il a découvert que le Wu-Wei n'était pas une excuse pour l'irresponsabilité, mais une façon d'agir avec plus d'efficacité, en utilisant l'énergie de l'univers au lieu de lutter contre elle, en se laissant porter par le courant. C'était une danse avec la réalité, pas une fuite de celle-ci. Le vrai Wu-Wei ne fuyait pas les responsabilités. Il embrassait les responsabilités de manière plus efficace, sans résistance inutile, en trouvant le chemin de moindre résistance pour accomplir la tâche, en s'alignant avec le flux, comme un nageur qui ne lutte pas contre le courant, mais utilise le courant pour atteindre plus rapidement sa destination en se laissant porter par la force de l'eau. Le flux inclut la direction, pas seulement la dérive aléatoire. Il s'agit de s'adapter, de naviguer, de trouver l'équilibre entre l'effort et le lâcher-prise, entre l'action et la non-action. Marcel a commencé à reconstruire sa carrière sur une base plus solide, une fondation qui intégrait les leçons du Wu-Wei sans en sacrifier la rigueur professionnelle, sans compromettre la qualité. Le Wu-Wei est devenu un outil d'efficacité, pas une excuse pour l'inefficacité. La contemplation est devenue une partie du processus créatif, une phase essentielle pour clarifier la vision, pour se connecter à l'inspiration, mais pas un substitut au travail acharné et à l'attention aux détails, à la rigueur. De nouveaux clients sont arrivés grâce à des recommandations, attirés par cette nouvelle approche, par cette promesse d'équilibre. Tous intéressés par un designer qui combinait des aperçus orientaux avec une livraison occidentale, une philosophie qui fonctionnait dans le monde réel, pas seulement dans les livres d'auto-assistance. Il voulait un travail de qualité, livré à temps, avec une touche de sérénité et de profondeur, une approche plus humaine. Marcel a loué un petit appartement, mais adéquat dans le quartier de Montmartre, un espace qui reflétait son nouvel équilibre, sa nouvelle philosophie de vie. Il a acheté un équipement de base mais fonctionnel, suffisant pour ses besoins sans l'encombrer, sans le surcharger. Il a organisé une routine qui incluait la méditation matinale, essentielle pour centrer son esprit, et une gestion financière responsable, pour assurer sa stabilité, pour éviter les problèmes passés. Il a découvert que le Wu-Wei incluait le soin des bases, pratique de la vie, des aspects matériels de l'existence. Comme un jardinier zen qui médite sur la nature des plantes, mais les arrose aussi régulièrement,
taille les branches mortes et s'assure qu'elles reçoivent suffisamment de lumière. La spiritualité ne devait pas être une échappatoire à la réalité matérielle, mais une manière de l'aborder avec plus de conscience et d'efficacité, avec sagesse. Pendant une réunion avec un client sur un projet pour une chaîne de salles de sport à Lyon, Marcel a appliqué le Wu Wei comme une écoute profonde, une écoute active et sans jugement. Il a écouté les besoins réels de l'entreprise sans projeter de solutions préconçues, sans imposer ses propres idées. Il a laissé le briefing émerger organiquement de la conversation, posant des questions ouvertes et observant les réactions du client, les signaux non verbaux. Il a cherché à comprendre l'essence de leur marque, leurs valeurs profondes, plutôt que de se contenter d'une liste de fonctionnalités, d'une simple demande. Le résultat a été un projet qui a surpris le client par sa précision et sa pertinence, par sa capacité à capter l'essence de leur marque. Marcel avait capturé l'essence de la marque parce qu'il avait laissé le client révéler l'essence naturellement, sans forcer les réponses, à travers un questionnaire standard ou une série de questions fermées. Le design final semblait évident, comme s'il avait toujours été là, attendant d'être révélé, une évidence. Le client a été impressionné par le processus et le résultat. Il a posé des questions sur la méthodologie, intrigué par cette approche différente, par cette nouvelle façon de travailler. Marcel a expliqué le Wu Wei comme une présence totale à ce dont le client avait réellement besoin, pas à ce que le designer pensait que le client devrait vouloir. C'était une collaboration, une co-création, où l'ego du designer s'effaçait au profit de la vision du client, où l'humilité imprimait. À la fin du premier trimestre de Wu Wei responsable, Marcel avait reconstruit sa carrière sur une base plus durable, plus alignée avec ses valeurs, plus authentique. Une créativité contemplative, fonctionnant au sein d'une structure professionnelle compétente. Il était à la fois artiste et entrepreneur, méditant et gestionnaire, un équilibre parfait. Le Wu Wei ne fuyait pas la vie. Il améliorait la façon dont la vie était vécue, la rendant plus fluide, plus intentionnelle, plus efficace, plus harmonieuse. Un an plus tard, Marcel avait créé une méthodologie qui combinait la sagesse taoïste avec la réalité du travail indépendant moderne. Le design Wu Wei était une contemplation appliquée aux besoins commerciaux réels, une fusion harmonieuse entre l'art et le commerce, entre la spiritualité et le pragmatisme. Chaque projet commençait par une méditation sur l'essence de la marque, une immersion profonde dans l'identité du client, une connexion à son âme. Mais la méditation avait un délai défini, une limite de temps pour éviter la dérive, pour rester ancré dans la réalité. Une contemplation profonde suivie d'une action efficace, une transition fluide entre la réflexion et l'exécution, comme la respiration. Un temps pour inspirer, un temps pour expirer, chaque phase ayant son rôle et sa durée, son importance. Marcel maintenait des horaires réguliers dans l'espace de coworking qu'il avait loué, non pas par rigidité névrotique, mais par Wu Wei appliqué au temps. La routine créait un flux durable, une structure qui soutenait sa créativité, pas un chaos insoutenable déguisé en spontanéité. Il savait que la liberté venait aussi de la discipline, de la structure. Les clients recherchaient Marcel spécifiquement pour sa méthodologie différenciée, pour cette approche unique. Un designer qui écoutait profondément, travaillait consciemment et livrait ponctuellement. Une philosophie orientale qui fonctionnait dans les réunions, d'entreprise qui apportait une nouvelle dimension à la collaboration, une profondeur inattendue. Pendant une présentation à un client sur un projet de marque pour une clinique de bien-être à Bordeaux, Marcel a expliqué comment le Wu Wei influençait chaque étape. Une écoute sans jugement pour comprendre les besoins réels, une création sans forcer pour permettre une émergence organique, une livraison dans les délais pour respecter le calendrier du client. Le client a approuvé le projet et la méthodologie. Il a dit que c'était la première fois qu'il sentait un designer vraiment présent pendant le processus créatif. Présent aux besoins de l'entreprise, pas à son propre ego créatif. Marcel payait ses factures à temps, sans stress,
sans anxiété. Il vivait dans un appartement adéquat, sans luxe excessif, mais confortable, fonctionnel. Il travaillait avec un équipement moderne, efficace, sans être à la pointe de la technologie, sans être obsédé par les dernières nouveautés. Non pas par abandon du Wu-Wei, mais par un Wu-Wei qui incluait le soin des bases matérielles nécessaires, reconnaissant que la stabilité matérielle était un prérequis à la liberté spirituelle, à la sérénité. Parce que Marcel avait enfin compris, l'action sans effort ne signifie pas l'absence d'action. Cela signifie une action alignée avec les besoins réels, sans résistance inutile, y compris le besoin gênant de payer les factures, de respecter les délais et de répondre aux attentes des clients. Le Wu-Wei n'était pas une fuite, mais une intégration harmonieuse de la spiritualité et de la réalité, une danse entre les deux. Antoine a découvert que la pleine conscience inclut des responsabilités, que la liberté vient avec l'engagement, avec le devoir. Juliette a appris que l'impermanence n'élimine pas les conséquences, mais les rend plus claires, plus évidentes. Marcel a compris que le Wu-Wei fonctionne mieux quand il ne fuit pas la réalité, mais l'embrasse avec sagesse et intention, avec courage. 3 personnes qui ont transformé la sagesse ancestrale en escapisme moderne, puis ont trouvé le chemin du retour vers une application plus authentique, plus ancrée dans la réalité, qui ont utilisé une philosophie profonde pour éviter des problèmes superficiels, puis ont appris à les affronter avec conscience, avec courage, qui ont confondu la spiritualité avec l'irresponsabilité déguisée en aperçu transcendantal, puis ont découvert la vraie nature du Dharma, la vraie voie. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre le dharma authentique et la procrastination spirituelle. Le vrai dharma ne fuit pas la vie gênante, avec ses défis et ses exigences, avec ses responsabilités. Il embrasse la vie, y compris les parties ennuyeuses comme les feuilles de calcul, les délais et le besoin irritant de faire réellement quelque chose d'utile, de contribuer au monde, de laisser une trace. Le vrai bouddhisme n'élimine pas les responsabilités, il enseigne comment embrasser les responsabilités sans souffrance inutile, avec une attitude de lâcher-prise et de présence, avec sérénité. Comment vivre le présent qui inclut prendre soin de l'avenir, en semant les graines d'un futur meilleur, en construisant. Comment accepter l'impermanence en agissant consciemment pendant le temps limité disponible, en faisant de chaque instant une opportunité d'action juste, d'action significative. Et si vous avez déjà utilisé la méditation pour éviter le travail, aimez cette vidéo. Si vous avez déjà transformé la philosophie en excuse pour procrastiner, abonnez-vous à la chaîne, parce que le dharma authentique a une caractéristique gênante. Il fonctionne même lorsqu'il est testé par la réalité, même quand la vie vous confronte à vos responsabilités, à vos devoirs, y compris quand la réalité inclut une facture à payer, un client à satisfaire ou une famille à soutenir. Le vrai chemin est celui qui intègre la sagesse à l'action, la contemplation à l'engagement et la liberté à la responsabilité. C'est un chemin de pleine conscience, pas de fuite. C'est un chemin de croissance, pas de stagnation. C'est un chemin de vie, dans toute sa complexité et sa beauté, dans toute sa richesse.